Le podcast Recruter demain, c'est l'envers du décor du recrutement. Ce que personne ne vous dit, mais que vous vivez tous les jours. Des décisions de dirigeants, des erreurs qui coûtent des mois, des méthodes concrètes pour recruter. Si vous voulez arrêter de recruter à l'aveugle et reprendre le contrôle, vous êtes au bon endroit. Eagle Rocket, votre partenaire pour vos recrutements de demain. Bon, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est au cœur des préoccupations de beaucoup de dirigeants. On investit des fortunes en marque employeur, on soigne la com, on met en avant une culture d'entreprise, des valeurs. Et malgré tout ça, le constat est souvent le même. Les meilleurs candidats nous échappent, en cours de route. Ils se retirent, ils acceptent une offre ailleurs, ou pire, ils ne postulent même pas. Il y a un décalage immense entre l'énergie déployée et le résultat. Alors la question est simple, pourquoi ce gâchis ? Le mot gâchis est exactement le bon, hein. C'est vraiment le sentiment qui domine dans les comités de direction. On a l'impression d'avoir la bonne offre, le bon poste, un package qui est attractif, et pourtant, le système fuit. Le tuyau est percé, c'est ça l'image. C'est ça, le tuyau est percé. Et le plus frustrant, c'est de voir que ceux qui disparaissent en premier, c'est systématiquement les mêmes. Les meilleurs profils. Les plus qualifiés, les plus demandés, ceux qui ont le choix en fait. Autrement dit, ceux qu'on voulait absolument recruter. C'est un vrai paradoxe, hein. On met une machine en place pour les attirer, et c'est cette même machine qui les fait fuir. C'est tout le paradoxe. Et pour comprendre ça, je pense qu'il faut commencer par déconstruire quelques fausses évidences. Des idées reçues qui guident encore beaucoup trop de processus. La première, et on l'entend partout, c'est « notre processus est long parce qu'il est sélectif Ah, le grand classique. C'est un mythe qui a la vie dure, mais c'est une illusion qui est devenue dangereuse aujourd'hui. Sur le terrain, la lenteur, c'est très rarement un signe de rigueur. ». C'est plutôt un symptôme. Exactement. C'est le symptôme d'une désorganisation, d'une chaîne de décision qui n'est pas claire, ou juste que le recrutement n'est pas la priorité. Et pour un talent de haut niveau qui est en discussion avec 3-4 autres boîtes en même temps, Pour lui, c'est rédhibitoire. c'est un manque de respect flagrant pour son temps. Il ne voit pas de la sélectivité, il voit de l'inertie tout simplement. Et il se projette, logiquement, il se dit « si l'entreprise met 6 semaines à prendre une décision pour me recruter ». Qu'est-ce que ça va être au quotidien ? Voilà. Qu'est-ce que ça dit de sa capacité à prendre des décisions stratégiques, à lancer un projet ? C'est exactement ce raisonnement. S'ils sont aussi lents pour me recruter, comment ça se passera pour obtenir une validation ? Le processus de recrutement devient une vitrine de l'inefficience à venir. Et l'observation terrain, elle est sans appel, hein. Un processus qui s'étire au-delà de 3, allez, maximum 4 semaines, et qui empile plus de 3 entretiens, ça devient un facteur de risque majeur. C'est un risque de le perdre. Bien sûr, on voit que plus de la moitié des bons candidats refuseraient une offre, même si elle est intéressante, juste parce que le processus a été trop long. L'élan est retombé, l'engagement a disparu, ou tout simplement un concurrent plus agile lui a fait une proposition entre-temps. Cette question du temps, du respect, ça m'amène à une deuxième fausse évidence, tout aussi destructrice. L'idée que le salaire, c'est un sujet de négociation finale. On le garde pour la fin. Alors ça, c'est une erreur stratégique, mais monumentale. Penser comme ça, c'est voir le recrutement comme un jeu de poker. Pas comme un processus d'alignement. Voilà. Le salaire, ce n'est pas une récompense qu'on dévoile à la fin, c'est un critère de qualification fondamental, au même titre qu'une compétence technique. Reporter cette discussion, c'est accepter de faire perdre du temps à tout le monde. Aux candidats, aux managers, aux RH ? À tout le monde. C'est prendre le risque de faire 3 ou 4 entretiens pour rien. Je suis d'accord. Mais il y a une objection qu'on entend souvent, une crainte des managers, c'est que si on donne la fourchette salariale tout de suite, le candidat va se positionner en haut. Oui, la peur de perdre le levier de négociation. Exactement. Comment on répond à ça ? C'est une crainte qui vient d'une vision un peu dépassée du rapport de force. Le but, ce n'est pas de gagner en payant le moins possible. Le but, c'est de s'assurer qu'on peut collaborer sur des bases saines et durables. La transparence comme outil d'efficacité, en fait. C'est un outil d'efficacité redoutable. Aujourd'hui, on sait que près des 2/3 des cadres veulent connaître la fourchette de rémunération avant même le premier entretien. Ne pas la communiquer, ça envoie un signal de méfiance. Le candidat se demande « qu'est-ce qu'on me cache ?» Et on se retrouve en fin de processus avec un blocage total. Blocage total, une frustration énorme des deux côtés et on doit tout recommencer. On a tous vu ça, un processus qui s'effondre à la dernière minute pour 15% d'écart. Qui aurait pu être identifié en 10 minutes. En 10 minutes au premier appel. C'est une perte de temps et d'énergie colossale. C'est donc un calcul d'efficacité. Et même si le timing et le salaire sont alignés, il reste ce fameux sujet de la culture. La troisième fausse évidence. Notre culture d'entreprise parle d'elle-même. Ah oui, l'idée que nos belles valeurs sur le site carrière, la bienveillance, l'agilité, l'humain au centre. Que ça suffit à convaincre. Mais la culture, ça ne se décrète pas.
ça se démontre. Et la toute première démonstration, le premier contact tangible qu'un candidat a avec cette culture, c'est l'expérience qu'il vit pendant le recrutement, c'est le crash test. C'est le crash test de la marque employeur. C'est le point clé. Un processus opaque, impersonnel, sans retour, ou avec des emails automatiques froids, ça contredit absolument tout le discours. Bien sûr. Le candidat qui attend une réponse pendant 15 jours, après un entretien où on lui a dit « tout s'est très bien passé », il ne croit plus une seule seconde aux valeurs humaines. C'est ça, le décalage est trop grand. On a tous reçu ce fameux email 3 mois après « votre profil n'a pas été retenu mais sera conservé précieusement ». C'est un manque de considération. Et le candidat, lui, il fait la connexion immédiatement. Son raisonnement est simple. S'il traite des gens qu'ils essaient de séduire de cette manière, comment traite-t-il leurs collaborateurs une fois qu'ils sont là? La promesse est rompue. Elle est rompue avant même d'avoir commencé. Et la confiance, qui est la base de tout, elle est anéantie. Et cette attitude, au fond, à qu'elle soit consciente ou pas, elle vient d'une dernière fausse évidence, peut-être la plus ancrée. L'idée que le rapport de force est en notre faveur, c'est au candidat de prouver sa valeur. C'est une vision du marché du travail qui date d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est complètement déconnecté de la réalité, surtout pour les profils qualifiés. Le recrutement, c'est une séduction mutuelle. C'est un processus à deux sens. Absolument. Les meilleurs talents évaluent l'entreprise avec autant, sinon plus d'exigences que l'inverse. Ils ne sont plus en position de demandeur, ils choisissent. Alors un entretien qui ressemble à un interrogatoire ou un recruteur qui, manifestement, n'a pas lu le CV en détail, ce sont des signaux d'alarme. Rédhibitoire. Rédhibitoire. C'est un manque de professionnalisme qui est sanctionné tout de suite. Le candidat se dit « mon temps n'a aucune valeur ici ». Je ne suis qu'un numéro dans une liste. Et pour un profil qui a le choix, la décision est vite prise. Il ira là où il se sentira considéré. Comme un partenaire potentiel, pas comme un simple postulant. Il attend un vrai échange, une conversation entre professionnels. Il veut comprendre la vision, les enjeux. Si on le met sur le banc des accusés, il s'en va. Et il en parle à son réseau. Et il en parle à son réseau, bien sûr. La réputation d'une entreprise se joue là. Donc, si on synthétise, la cause fondamentale de ce gâchis, c'est bien cette rupture. Cette rupture totale entre la promesse marketing et la réalité opérationnelle. C'est la cause numéro 1. Le processus de recrutement, c'est le tout premier produit que l'entreprise vend à un talent. C'est sa première expérience client. Je n'y avais pas pensé comme ça. Et si ce produit est défaillant, s'il est lent, opaque, impersonnel, s'il a une mauvaise expérience utilisateur, pourquoi le candidat devrait-il croire que le reste sera de meilleure qualité? C'est logique. C'est un échec de la première livraison. Exactement. L'authenticité aujourd'hui, ce n'est plus une option. C'est le critère de décision principal pour les meilleurs. Et au-delà de cette rupture de promesse, il y a une cause plus mécanique presque. Une inefficacité organisationnelle pure et simple. Oui, c'est la deuxième cause majeure. On a cette tendance à empiler les étapes, sans jamais se demander si elles apportent une vraie valeur. Le fameux millefeuille. Le millefeuille administratif. Tri de CV, précal RH, entretien manager, re-entretien RH pour la culture, une étude de cas, puis le N+2. Et le pire, c'est quand on multiplie les interlocuteurs qui, faute de coordination, posent tous les mêmes questions. Pour le candidat, c'est épuisant. C'est épuisant. Surtout pour quelqu'un qui est déjà en poste. Il doit jongler avec son agenda, rester discret. Chaque entretien est une contrainte. Quand on lui en impose 5 ou 6, sans pouvoir justifier l'objectif de chaque étape, l'investissement demandé devient disproportionné. Il a l'impression de naviguer à vue, sans visibilité sur les délais, sur les prochaines étapes, sur les critères. C'est anxiogène. Et c'est surtout le signe d'un manque de maîtrise interne. Ce qui nous amène à la troisième cause, l'asymétrie totale dans la communication. C'est-à-dire ? L'entreprise exige une réactivité parfaite du candidat. On attend qu'il réponde dans l'heure, qu'il soit dispo sous 48 heures. Mais elle, en retour, se permet des délais de réponse de plusieurs semaines et des communications standardisées ou pas de communication du tout. Ce manque de réciprocité, c'est terrible. C'est extrêmement mal perçu. Le message implicite, il est dévastateur. Notre temps est précieux, le vôtre ne l'est pas. C'est une posture qui installe une relation déséquilibrée d'emblée. Tout à fait. Et dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner du ghosting des candidats. Ce n'est que la réponse au ghosting institutionnel de l'entreprise. C'est une réponse du berger à la bergère. Exactement. On observe que plus de la moitié des candidats qui coupent le contact le font parce que des éléments clés, comme le salaire ou le télétravail, n'ont pas été clarifiés. Ils estiment que la discussion n'est pas sérieuse, pas professionnelle, et ils préfèrent ne plus investir leur temps.
C'est une décision rationnelle. Le constat est assez dur, mais très réaliste. Face à ça, la solution, ce n'est pas juste un nouvel outil ou un délai plus court. Il faut changer de perspective, profondément. C'est indispensable. Il faut arrêter de penser le recrutement comme un processus administratif, un centre de coûts, et le concevoir enfin pour ce qu'il est, un cycle de vente stratégique. Développons cette analogie. Si c'est un cycle de vente, le candidat n'est plus un postulant, il devient... Il devient un lead, un prospect. Et comme pour n'importe quel prospect, la première chose à faire, ce n'est pas une démo de 3 heures, c'est de le qualifier. qualifié. Rapidement et efficacement. Et concrètement, ça veut dire quoi, qualifier un candidat? Ça veut dire que le premier contact ne doit plus être un mini-entretien d'1 heure. Il doit devenir un appel de qualification, 15, maximum 20 minutes. L'objectif est unique, valider l'adéquation sur les critères non négociables. Les missions, le salaire, la localisation? Mission, fourchette de salaire, localisation, politique de télétravail. Si un de ces points est bloquant, on se le dit honnêtement et on arrête le processus proprement. On se quitte en bons termes. Et on a fait gagner un temps précieux aux deux parties. C'est une logique qui peut sembler contre-intuitive pour ceux qui veulent garder un maximum de monde dans le tuyau. C'est l'erreur classique. Confondre activité et productivité. Un pipeline commercial rempli de leads non qualifiés, ça ne vaut rien. Ça fait perdre un temps fou. C'est pareil pour le recrutement. La qualité du pipe prime sur la quantité. Qualifier vite, c'est se concentrer uniquement sur les profils avec qui il y a une vraie chance de collaborer. D'accord. Une fois cette qualification passée, on entre dans les entretiens. Comment leur nature change-t-elle? Ils cessent d'être des interrogatoires. Ils deviennent une phase de découverte. Comme en vente, l'objectif n'est plus de cocher des cases de compétences, c'est d'avoir une vraie conversation pour comprendre les motivations profondes. Ces frustrations, ces ambitions, Quels sont ces peurs, ces frustrations actuelles? ces gains, ce qu'ils cherchent vraiment à accomplir. C'est un dialogue pour comprendre ses besoins. Et c'est en comprenant ces besoins qu'on peut articuler notre proposition de valeur. Précisément. Et la proposition de valeur, ce n'est pas une liste d'avantages récités par cœur, c'est la réponse sur mesure aux besoins identifiés. Si le candidat veut de l'autonomie, on doit lui démontrer concrètement comment il la vivra chez nous. En le faisant rencontrer son futur manager, par exemple. Exactement. Si son moteur, c'est l'impact, on lui montre l'impact direct de son futur poste. La proposition de valeur n'est pas déclarée, elle est prouvée, incarnée. Et si ce travail est bien fait, l'offre finale, le closing, devient beaucoup plus simple, j'imagine. Idéalement, elle devient une formalité. Si la qualification et la découverte ont été bien menées, si la confiance est là, l'offre n'est plus une surprise. C'est la conclusion logique et naturelle d'un processus de séduction mutuelle. Il n'y a plus de zone d'ombre car tout a été aligné en continu. Ce changement de posture, en fait, ça change absolument tout. On ne pense plus en termes de filtrer pour éliminer. Mais de qualifier pour séduire. Et la transparence, loin d'être un risque, devient l'outil d'efficacité le plus redoutable. On écarte très vite et proprement les profils qui ne correspondent pas et on engage beaucoup plus fortement ceux qui sont en parfaite adéquation. Et la conséquence finale, c'est que le processus de recrutement lui-même devient un argument de vente. Ce n'est plus un mal nécessaire. C'est la première preuve tangible de l'excellence opérationnelle de l'entreprise. C'est un indicateur de performance. Le premier indicateur qu'un talent peut évaluer concrètement. Une entreprise qui recrute bien est une entreprise qui, a priori, fonctionne bien. Ce qui nous amène à une question de fond, une question que tout dirigeant devrait se poser. Si votre processus de recrutement était la seule chose qu'un candidat connaisse de vous, quelle image aurait-il de votre capacité à exécuter, à respecter vos partenaires et à tenir vos promesses ?